à notre entretien politique. On parlera dans un deuxième temps de la situation de la SLN. On en a parlé dans le journal. On va y revenir. Mais d'abord, revenons sur le vote du Congrès. J'ai envie de vous demander, déception, regret pour votre parti Calédonie Ensemble? D'abord, il faut prendre acte du débat démocratique. Ce débat démocratique, c'est nous qui l'avons réclamé, demandé au Congrès. Il s'est tenu. Et donc ensuite, il faut, en particulier pour des élus, respecter l'expression du débat démocratique. Donc de ce point de vue-là, pas de regret. Après, en revanche, sur la décision qui a été prise, oui, des regrets, parce que la décision qui a été prise d'une très très courte majorité, 25-27 sur les exportations sur la Chine et 27-27 sur les exportations sur le Japon, où il n'y a donc pas de majorité. Mais cette décision, pour nous, elle est totalement contraire au principe fondateur du schéma minier, c'est-à-dire le principe d'une gestion durable de la ressource et le principe d'une valorisation optimale de notre ressource. Pourquoi ? Parce qu'en autorisant ces exportations sur la Chine et le Japon, on va doubler les exportations de minerais bruts hors de nos usines métallurgiques onshore ou offshore. Et puis, on va le faire dans des conditions économiques qui ne sont pas bonnes pour le pays, parce que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport d'Utilleul qui le disait, lorsqu'on exporte une tonne de minerai brut, on génère 3 fois moins de valeur ajoutée que lorsqu'on la transforme. Donc, de ce point de vue-là... Philippe Michel, quand même, ce schéma minier, dont aujourd'hui, qui n'a pas été remis en cause par ce vote, il était finalement bien écrit, bien inscrit, bien ficelé, on va dire, et votre demande à vous de le remettre au vote des élus, c'est un peu un mauvais choix. Non, le problème, c'est l'interprétation que font les uns et les autres des principes du schéma minier. C'est l'interprétation qu'on fait en particulier du principe selon lequel les exportations de métal sont libres, mais les exportations de minerais font l'objet d'autorisation, et que ces exportations doivent être, je cite, maintenues à un niveau sensiblement équivalent à destination des clients traditionnels. Mais vous nous dites ce soir que votre tactique politique qui a voulu ce débat au Congrès, elle n'a pas été, on va dire, boiteuse, entre guillemets? Ah non, c'est pas. Je crois qu'il y a une incompréhension. C'est pas une affaire de tactique politique. Philippe Germain, le président du gouvernement, a procédé aux consultations auxquelles il devait procéder pour traiter les demandes d'exportation sur l'Australie, le Japon et la Chine. En l'occurrence, il a convoqué le comité du commerce extérieur minier, où une majorité, dont le président de la province des îles Loyauté, donc a dit non aux exportations sur la Chine. Et ensuite, il a soumis la question au gouvernement, où là encore une majorité, dont le vice-président du gouvernement, membre de l'Union calédonienne, s'est également opposé à ces exportations. Mais pour autant, comme vous le savez, Alexandre, il y avait un conflit majeur qui paralysait la ville, les institutions. Et donc, puisque un certain nombre de groupes politiques ou d'acteurs économiques n'acceptaient pas les décisions du gouvernement, il fallait trancher la question au Congrès. C'est dans ce sens-là que ce débat a eu lieu. C'est pas par une tactique politique, c'est juste pour confirmer l'interprétation qu'il faut avoir de ce schéma. Alors voyons, essayons de voir ce que ce vote du Congrès a révélé politiquement. On l'a vu, le Palika est resté dans sa doctrine, l'UCF et les Républicains dans la leur aussi. On a vu l'UC qui a été quand même assez habile par rapport à sa position. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez, Calédonie Ensemble ? Mais encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas pour nous dans cette affaire de gagner ou de perdre politiquement quelque chose sur un dossier. Il s'agit de retourner devant l'instance qui a délibéré du schéma minier, c'est-à-dire le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour que ce Congrès précise les conditions dans lesquelles ce qui a été fait. Voilà, donc on en prend acte, même si nous regrettons, je le répète, cette décision, parce que de notre point de vue en tout cas, elle ne correspond pas aux orientations du schéma, et puis surtout parce qu'elle est justifiée, et je tiens à le dire, par aucun élément acceptable. Il n'y a pas de difficulté sur les centres miniers ou pour les opérateurs, les exportateurs de minerais, comme on a pu le dire. Il n'y a pas de difficulté eux le disent fort. C'est très simple. Il y a un certain nombre de chiffres qui disent le contraire, et les chiffres sont têtus. Les petits mineurs, comme on les appelle, n'ont jamais autant exporté qu'en 2014 et 2015. Les petits mineurs, comme on les appelle, à l'exception d'un seul qui est en difficulté, la société Maille, ont déclaré 5 milliards 200 millions de bénéfices aux impôts ces 3 dernières années. Donc tout va bien, merci.
Simplement, il y a une volonté de profiter d'une opportunité sur le Japon et le cas échéant sur la Chine. Et là encore, je regrette cette décision parce que exporter du minerai brut sur la Chine, qui est aujourd'hui notre principal concurrent et qui est le principal responsable de la chute des cours parce qu'ils ont des stocks de minerais phénoménaux dans leurs ports et parce qu'ils fabriquent avec ce minerai du pig iron, qui fait concurrence aux productions de nos propres usines métallurgiques, de notre point de vue, ce n'est pas une bonne solution. Ce qu'a révélé ce débat, Philippe Michel, c'est que l'UC finalement sort renforcé de cette épreuve. Écoutez, ce qu'on constate à l'issue de ce débat, c'est d'abord que Vrai ou faux, selon vous? Non, pour moi, les choses ne semblent pas aussi évidentes. D'abord, ce que je retiens, c'est qu'ils ont quand même montré qu'ils avaient une légitimité historique sur la stratégie minière, alors qu'on aurait pu penser que c'était le Palika. Caroline Machereau a vraiment rappelé les grandes étapes de l'histoire minière de ce pays. Donc, ils sont sortis quand même renforcés. Moi, ce que j'observe à propos de l'Union calédonienne, Alexandre, c'est que là où un congrès de l'UC, celui de Thiéwé, il y a un an, décide d'arrêter les exportations minières à partir de 2019, les élus de l'Union calédonienne, à l'exception de 2 d'entre eux au Congrès, décident, eux, d'ouvrir les exportations. Donc je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un renforcement à proprement parler, c'est l'avenir qui nous le dira. Ce que j'observe également, c'est que les oppositions au Congrès ne recoupent pas sur cette affaire les oppositions entre indépendantistes et non indépendantistes. Vous le soulignez, on a d'un côté l'Union calédonienne et les Républicains qui sont favorables à l'ouverture des exportations. On a de l'autre l'Uni-Palika et Calédonie ensemble, donc un parti indépendantiste et non indépendantiste qui, eux, n'y sont pas favorables. Donc ce qu'on voit, c'est que d'abord tout ça se joue d'une très courte majorité, 25-27 sur la première question sur la Chine et 27-27 sur la deuxième question sur le Japon. On ne peut pas dire que ce soit triomphant. Et ça souligne d'ailleurs à quel point il était nécessaire d'avoir ce débat au Congrès. Et vous pensez, Philippe Michel, qu'on n'a pas perdu du temps avec cette affaire-là, parce qu'on avait ça fait quand même beaucoup de temps qu'on parle de cette question. Non, mais je crois que le conflit d'abord dit des rouleurs a souligné à quel point la pression était forte sur les institutions et les groupes politiques sur ce sujet. Je suis convaincu aussi que la question du nickel, comme elle l'a toujours été dans l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie, sera centrale et décisive pour la question de la sortie de l'accord de Nouméa, et que de ce point de vue-là, il était nécessaire d'avoir ce débat au Congrès. Mais je voudrais faire observer que tout le monde se focalise sur la question des exportations de minerais, alors que l'essentiel du problème n'est pas là. Aujourd'hui, les 3 usines de production métallurgique calédonienne vont perdre 80 milliards cette année. C'est derrière plusieurs milliers d'emplois qui sont en cause et c'est l'économie complète du pays, puisque le nickel représente 20% du PIB qui est en cause. Donc je suis un peu surpris qu'on focalise l'attention sur le débat des exportations, alors que le vrai problème pour moi, c'est plutôt celui des usines. Alors on va y venir. Une dernière question sur ce débat. Est-ce que le gouvernement peut encore prendre son temps pour mettre en œuvre ce qui a été décidé au Congrès ? Écoutez, sur la question des demandes d'exportation sur la Chine, la position du Congrès a été claire et le gouvernement doit se réunir pour étudier ces demandes. Sur la question des exportations sur le Japon, les choses sont beaucoup moins claires. D'abord parce qu'il n'y a pas de majorité, 27-27, et ensuite parce qu'il n'y a pas de conditions qui sont définies. Donc là, j'imagine que le gouvernement examinera ces demandes au cas par cas. Alors on en vient justement à ce dont on parlait dans le journal, la décision de suspension de la centrale électrique de Doniambo par Eramet. Dangereux ou pas dangereux pour la Calédonie selon vous, Philippe Michel ? Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. En décidant de différer une fois de plus cette centrale, les dirigeants d'Eramet ont sûrement préservé ou protégé les intérêts d'Eramet, mais certainement pas ceux de la SLN, pour laquelle la question de la construction de cette centrale est absolument vitale. Je rappelle que si cette centrale est construite, la SLN gagne $1 la livre sur ses coûts de production, ce qui signifie 10 à 15 milliards CFP de gains chaque année. Quand on voit l'annonce des pertes, par exemple, pour la SLN cette année, 25 à 30 milliards, oui, on mesure à quel point, si cette centrale avait été construite et mise en service comme elle aurait dû l'être depuis déjà 2 ans,
à quel point ça aurait été intéressant pour les comptes de la SLN et donc pour les salariés et les entreprises sous-traitantes. Ils ont dit suspension, vous pensez que c'est abandon? Je ne sais pas, ce que j'observe, c'est que cette centrale, elle devait être construite à partir de 2009. Où il y avait beaucoup d'argent, à cette époque-là, Exactement. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait 100 milliards de trésorerie disponibles dans les caisses de la SLN. Donc le pactole, il est parti ailleurs. Exactement. À l'époque, nous, Calédonie Ensemble, on s'est opposé à cette distribution massive de dividendes, mais elle a été opérée. Et le constat aujourd'hui, c'est que si cet argent avait été réservé pour réaliser l'investissement, eh bien la SLN aujourd'hui serait en bien meilleure situation pour affronter la crise des cours. Est-ce qu'elle peut trouver un financier extérieur ? Je ne vois pas très bien, vu la situation des cours et vu la situation des comptes d'Eramet et de SLN, au nom de quoi un financier extérieur serait intéressé aujourd'hui. Et l'État peut jouer sa partie dans cette affaire ? Ah mais j'espère bien que l'État peut et doit jouer sa partie dans cette affaire. L'État est actionnaire, je le rappelle, d'Eramet. L'État est partenaire de l'accord de Nouméa et donc à ce titre, l'État a une responsabilité historique, si j'ose dire, dans cette affaire, parce que tout le monde doit comprendre que si on sacrifie cette centrale, on sacrifie SLN et avec elle les milliers d'emplois de salariés et de sous-traitants qui en dépendent. Vous, en tant que président de la province sud, vous avez un pouvoir de pression, on va dire, sur l'industriel ? J'ai à mon niveau la possibilité de prendre un certain nombre de dispositions concernant la prolongation de la centrale actuelle. Bon, en même temps, il ne faut pas jouer perdant-perdant dans cette affaire, hein. Le sujet, c'est pas de fermer la centrale électrique actuelle, c'est clairement au contraire d'obliger les dirigeants d'Eramet à réaliser cet investissement dans une nouvelle centrale. Une dernière question, Philippe Michel. Est-il raisonnable d'aller à 51% dans la capitale de la SLN avec une telle conjoncture ? Bah écoutez, moi ce que j'observe, c'est que si on avait pris 51% dans SLN, on n'aurait sûrement pas accepté une distribution massive de dividendes qui nous interdit aujourd'hui de réaliser un investissement qui pourtant conditionne la pérennité de cette entreprise. Philippe Michel, merci pour avoir accepté notre invitation. Avant de se